Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité de ce mardi 2 novembre. René Koering est-il trop payé? La Chambre régionale des comptes a rendu son rapport sur le financement de l'orchestre et de l'opéra de Montpellier. Cap sur le golfe de Gascogne et sur la route du Rhum. On prendra des nouvelles de Quito de Pavan, le skipper de Groupe Bell. Avant cela, la page rugby, J-2 avant Emma Cherbrive à Yves du Manoir. La Chambre régionale des comptes épingle René Koering. Dans leur dernier rapport, les magistrats pointent du doigt le salaire du surintendant de la musique à Montpellier, mais pas seulement, car c'est le financement de l'opéra et de l'orchestre de la ville qui est globalement pointé du doigt. En cause, le fonctionnement de l'EUTERP, l'association qui chapeaute les deux institutions. Les explications d'Alexandre Grelier. Avec un budget annuel d'environ 25 millions d'euros, l'Opéra de Montpellier est un acteur de poids de la musique classique au niveau national. Pourtant, à en croire le récent rapport de la Chambre régionale des comptes, sa gestion aurait largement de quoi attiser la colère de la reine de la nuit. Le conseil d'administration, les mêmes membres, 5 membres de droit qui sont tous des collectivités publiques, les mêmes membres que l'Assemblée générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de contrôle de l'Assemblée générale sur le conseil d'administration. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, comme je vous le disais, le conseil d'administration est composé de représentants des collectivités publiques, lesquels accordent des subventions à l'organisme en question. De ce défaut d'organisation résultent de nombreuses carences, notamment le salaire jugé inhabituel de René Koering, le surintendant de la musique à Montpellier. 23 000 € mensuels payés par l'association EUTERP. Celle-ci est subventionnée à 90% par les collectivités, donc les contribuables. Pour la Chambre régionale des comptes, il faut changer de structure. Il existe une formule juridique qui est l'établissement public de coopération culturelle, qui semblerait être la formule adéquate pour porter ce type de projet, puisqu'elle permet de faire collaborer l'État et les collectivités locales, ce qui était difficile avant la création des EPCC, et la Chambre a proposé que l'association réfléchisse à cette formule d'organisation qui aurait le mérite de connaître une organisation qui est un peu plus structurée comme un établissement public classique. Dans un courrier daté de début septembre, le président d'EUTERP s'engage à étudier très vite la question de la transformation de l'association en établissement public de coopération culturelle, tout en admettant avoir découvert les besoins d'organisation de l'institution. Sollicité par nos soins, ni le surintendant Koering, ni ses principaux bailleurs de fonds, agglos et régions, n'ont souhaité répondre à nos questions. Cap au large du golfe de Gascogne pour retrouver les marins de la route du Rhum. Depuis dimanche midi, 85 skippers se sont élancés pour cette transat en solitaire. Parmi eux, Quito de Pavan, le skipper de la Grande Motte. C'est sa première participation à cette compétition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses premiers jours en mer ont été plutôt bons. Jean Brun. 3, 2, 1, top! Bon départ pour la route du Rhum, la banque postale 2010. Jusqu'à présent, Quito de Pavan avait toujours vécu les départs de la route du Rhum en spectateur sur les quais du port de Saint-Malo. Pour cette 9e édition, c'est à la barre de son monocoque que le Grand Mottois a franchi dimanche la ligne de départ, face à la pointe du Groin. Plus habitué à traverser l'Atlantique en duo, le skipper héroltais est bien décidé à tirer son épingle du jeu face aux 84 concurrents de cette route du Rhum. Revenu à ses fondamentaux, un homme, un bateau, et peu importe sa taille, la légendaire course transatlantique est à la portée du 60 pieds de Quito de Pavan, en tête après 24 heures de course. On a le bonheur d'être en tête de la route du Rhum. Voilà, en classe IMOCA. Bon, ce n'est que le début, la route est longue. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà, et on va tirer des bords là pendant 2-3 jours jusqu'aux Açores. Leader au coucher du soleil, Quito s'apprêtait à passer une nuit difficile. Au lever du jour, son choix d'attaquer les Açores par le nord le reléguait à la 7e place du classement IMOCA. Vraiment la flotte est super homogène, même des bateaux compensés, pas trop dans le coup, ils sont là, hein, donc il faut se méfier de tout le monde et il faut continuer à bien naviguer, éviter de faire des bêtises sur le pont comme cette nuit j'en ai fait quelques-unes et puis surtout essayer d'aller au bon endroit pour la suite des événements. Après 54 heures de course vers Pointe-à-Pitre, de Pavan pointe à 26 000 d'Armel-le-Cléac. Le skipper de Briter est déjà le 4e leader de la course depuis le départ et les positions bougeront encore beaucoup à l'approche des Açores.
Et preuve que cette route du Rhum n'est pas une partie de plaisir, Bertrand Cantin, le skipper de Côte d'Or, a été élitreillé pour raison médicale ce matin. Il était épuisé, il a été hospitalisé en Espagne. Rugby et le MHR enchaînent les matchs. Après leur victoire contre Bayonne ce week-end, le Montpellier Hérault reçoit Brive jeudi avant la trêve hivernale. Et quand le deuxième rencontre le 11e du top 14, cela peut paraître déséquilibré. Ce n'est pourtant pas l'avis de Fabien Galtier. Le reportage de Jean Brun. Pour le MHR, les victoires se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Bayonne aura sûrement été la victoire la plus efficace du groupe dirigé par Galtier et Béchu. Même si au final, c'est la blessure de Trinduc aux ischio-jambiers qui marque les esprits. Déjà, son absence est très triste pour lui. Ça tombe à un très mauvais moment. C'est-à-dire qu'il venait d'apprendre qu'il était sélectionné en équipe de France. Il est en train de réaliser un superbe match à Bayonne. Donc, il est avant tout très triste pour lui, son absence. Et je suis vraiment peiné pour lui. Quant à nous, quant à l'équipe, il faudra être capable de... Voilà, une équipe, c'est 15 joueurs plus des remplaçants. Et il faut continuer à vivre, quoi. Privé de terrain pour 6 semaines, le demi d'ouverture montpelliérain manquera sûrement à l'équipe de France, mais plus encore à ses coéquipiers, au moment de recevoir des brivistes mal en point, mais jamais à court de forme, au moment d'affronter Montpellier. C'est notre bête noire, 2 saisons qu'on perd chez eux et chez nous, notamment l'année dernière où ils prennent le point de bonus offensif ici. Là-bas on prend 35 points au premier match du championnat, donc pour se mettre en confiance ça a été très difficile. Maintenant, voilà, c'est une équipe qui a de grosses qualités, de grosses individualités, solide devant. On a vu qu'on a un petit peu souffert à Bayonne, donc il va falloir relever ce défi-là en premier. Puis après, nous, en tout cas, à la maison, interdit de perdre, donc on va tout mettre en œuvre pour pouvoir gagner. Perdu ou gagné, à l'issue de cette 12e journée, 11 joueurs ciel et blanc s'envoleront pour rejoindre leurs sélections respectives. Ils laisseront les autres reprendre leur souffle pour une trêve d'1 mois. Et pour finir ce journal, une image, celle du sapin géant de Montpellier. Nous ne sommes que début novembre et pourtant l'arbre de Noël de la ville commence à être installé place de la Comédie. Un préalable au marché de Noël qui lui débutera le 1er décembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée.